Salut à tous, j'espère que ça va. Petite vidéo pour revenir un petit peu sur l'actualité. Donc on a vu partout, entendu, comme quoi la température va dépasser pour la première fois les 20 degrés sur le continent antarctique, donc au pôle sud. Alors, en fonction des journaux, la température varie un petit peu. Il y a des journaux qui disent 20,25 degrés, d'autres journaux ont dit 20,75 degrés. Enfin bon, le fin mot de l'histoire, c'était qu'on avait dépassé les 20 degrés en Antarctique. Alors, où en Antarctique? Assez loin du pôle sud, dans les confins nord-ouest de l'Antarctique, non loin de l'Argentine, sur les petites îles au large, finalement, du continent antarctique. Donc, cette valeur viendrait de l'île de Seymour. On reprend dans le texte qui avait marqué dans les journaux, un scientifique aurait relevé au conditionnel, comme d'habitude, la valeur de 20,25 ou 20,75 degrés, en tout cas plus de 20 degrés, c'est ça qui était important, sur l'île de Seymour. Donc quand on allait faire une vérification, sur la station la plus proche, donc les relevés officiels, c'est une station qui est à 20 km de cet endroit-là, qui est sur la base d'Esperanza. On ne relève aucune température de plus de 20 degrés, surtout pas ce jour-là. La température du mois, la température du jour de février, la plus chaude de ce mois-ci de février, c'était je crois le 6 février avec 18,4 degrés. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, en Antarctique, 18 degrés. Il faut savoir que là-bas c'est l'été, pendant que chez nous c'est l'hiver, et surtout, comme je vous l'ai dit, on est en deçà, au-delà du cercle polaire, on est non loin des terres argentines, donc c'est une valeur, somme toute, à relativiser, surtout que si on regarde un petit peu les relevés de la station, on s'aperçoit que quasiment une année sur deux, les températures dépassent ponctuellement les 15 degrés sur cette station. Vous avez par exemple en 2016, on atteint la valeur de 17,2 degrés de maximum annuel sur la station. Donc cette année, ça sera a priori 18,4 degrés. Donc comme d'habitude, les journaux, première info, oui, c'est une catastrophe, on n'a jamais vu ça, plus de 20 degrés en Antarctique, comprenez, donc sans donner tous les éléments. Déjà, la situation particulière de la station, donc bien en deçà du cercle polaire, très loin du pôle sud, du vrai pôle sud, et donc pendant un mois d'été. Donc déjà, ça aurait fallu préciser pour replacer les choses dans leur contexte, mais surtout, comme je vous l'ai dit, quand on allait voir un petit peu qu'est-ce qu'il en était de manière officielle, eh bien rien, il n'y avait pas cette valeur. Donc qu'est-ce qui s'est passé finalement avec ce texte? Un scientifique aurait relevé sur l'île de Seymour, donc quelques personnes qui suivent les actualités, qui sont des passionnés ou qui ont à goût un petit peu de la bonne information, hein, des choses factuelles, des faits, ont un petit peu signalé cette info. Moi-même, j'ai relayé, j'ai signalé parce que ça me paraissait un peu gros, un petit peu énorme de ne pas trouver ce relevé nulle part et que, surtout dans le texte, un scientifique aurait relevé. Eh ben, ça n'a pas manqué finalement depuis hier ou avant-hier. Alors c'est très timide hein, parce qu'une fois que le mal est fait, c'est ça qui compte, c'est le principal. Très vite partout, oui, 20 degrés, jamais vu, etc. Et là on a timidement un ou deux articles qui reviennent dessus, comme quoi oui, cette valeur, elle n'a pas été homologuée, n'existe pas, n'est pas crédible, etc. Donc comme d'habitude, voilà, on a lancé une information et pour faire marche arrière après, une fois que l'information est répandue dans les cerveaux, dans les masses, c'est terminé parce que finalement y revenir dessus, ben, ça ne sera pas fait. Ce qui comptait, c'était de faire encore une fois une petite catastrophe, un catastrophisme et de donner une valeur. En fait, finalement, qu'il fasse 20, 19 ou 10 degrés, ça change pas grand-chose au fait que la température était élevée effectivement à cet endroit-là, mais c'est toujours une manipulation qui va que dans un seul sens, tout comme en ce moment, on parle beaucoup de la douceur en Europe. La précédente vidéo que j'ai fait traite de cette douceur en Europe, explique que l'oscillation nord-atlantique, c'est tout simplement un Paris-Moscou qui dure et qui est déjà, chose qui est déjà arrivée dans le temps, hein, comme je vais peut-être vous le mettre là. Un petit résumé qui vient, je crois c'est Météo, enfin je vais vous mettre le résumé, c'est Météo Albi, quelque chose comme ça, qui fait du très bon boulot. Je vais vous mettre le résumé, je vous le mettrai pendant le montage, je dois l'avoir là quelque part. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, qu'on parle pas, on parle toujours du chaud, de la chaleur, sans émettre la contrepartie. Il faut savoir qu'en ce moment, des records de froid quotidiens tombe dans la partie ouest du Canada, je pense à Vancouver, qui a vu plusieurs records se battre au mois de décembre, Cagliari, etc.
Il a neigé à Bagdad, ce qui n'était pas arrivé depuis 12 ans, et surtout, c'est arrivé 2 fois en un siècle, et c'est la seule chute de neige qui a tenu depuis un siècle. Donc c'est toujours pareil, comment on se place par rapport aux choses, indépendamment du fait que le climat change, de toute façon il a toujours changé, qu'il évolue. Par exemple, prenez le fait que les années 30 étaient sensiblement aussi chaudes qu'actuellement, qu'entre-temps il y a eu des périodes plus froides, je pense notamment aux hivers, des hivers des années milieu 50, je crois que c'était l'hiver de février 54 qui a été terrible, puis on a eu quelques hivers bien prononcés en 60. Les derniers hivers vraiment froids qu'il y a eu, enfin vraiment froids, vraiment marquants, c'est l'hiver de 85, et début des années 2010, c'était je crois en 2011, on a quand même la Seine qui a gelé, le Tarn aussi qui a été pris par les glaces. Donc vous voyez, le froid, il revient de manière plus ou moins épisodique de toute façon. Toute la question, c'est bien sûr de savoir comment on peut le recontextualiser dans un changement ou dans un éventuellement réchauffement climatique. Donc, je vous ai parlé de ce record de chaleur en Antarctique qui n'est pas homologué. J'aimerais finir un petit peu la vidéo en vous parlant du GIEC. Je parlais du rapport, comment il est constitué, parce que finalement, on en parle souvent, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, le rapport du GIEC, c'est quoi? Vous avez une grosse première partie qui est plutôt à rigueur scientifique, donc des scientifiques de plusieurs pays qui émettent leurs études, donc des études qui sont malheureusement orientées. Les scientifiques sont choisis un petit peu, triés sur le volet. Je vous rappelle que le GIEC, c'est un institut quand même intergouvernemental avec une idéologie précise et qui est politisée. Donc l'idée, c'est d'aller dans le sens de la catastrophe, comme quoi il y a nécessairement un réchauffement, que ce réchauffement il est de toute façon fortement influencé par l'être humain, donc réchauffement anthropologique. À partir de là, et pourtant cette partie n'est pas désintéressante, mais je reviendrai il y a plein de points sur lesquels on pourrait revenir, mais je vais souligner 2 petits points comme ça pour le fun de la vidéo, pour continuer un petit peu la vidéo. Ensuite, vous avez la deuxième partie où à partir de cette constatation de catastrophisme, donc qui n'engage bien sûr que le GIEC, vous avez les mesures à prendre au niveau des pays, au niveau des populations, comme quoi peut-être maintenant plus trop se reproduire, en tout cas sa manière de fonctionner, enfin, sa manière de penser, de consommer, les taxes, comme quoi elles auraient la vertu de refroidir le climat. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, sachant que de toute façon on est dans une période plutôt froide pour la planète, hein. Donc voilà, et vous avez la dernière partie qui est une partie plus courte, qui est ce qu'on appelle le résumé pour les décideurs. C'est sur quoi s'appuient la plupart des médias, qui est moins intéressant parce que c'est un résumé, comme son nom l'indique, et surtout c'est très simplifié, donc du coup on perd un peu en substance les discussions qu'il y a dans la première partie, qui sont de rigueur quand même un petit peu plus scientifiques et un peu plus intéressantes. Donc désolé, ça a coupé, plus de batterie. Donc je vous disais que le GIEC, vous avez différentes parties. À la fin, le rapport pour les décideurs. C'est ce rapport qui est utilisé par les journaux parce qu'il est c'est un résumé un peu simplifié, donc on perd un petit peu en substance les analyses un peu plus approfondies que vous avez au début du rapport du GIEC. Il faut bien comprendre que comme le GIEC c'est un organisme intergouvernemental qui est quand même utilisé à des fins politiques pour expliquer que de toute façon il y a une catastrophe et que pour la régler il faut agir de telle manière, donc mettre dans la tête des gens qu'il faut faire ça, penser comme ça, consommer différemment, que les taxes vont résoudre le problème, etc. En fait, in fine, c'est un petit peu ça, hein. Donc en ça, c'est quand même critiquable. Ça a une vertu, enfin, c'est un caractère idéologique et ça fait perdre un peu l'intérêt de la science parce qu'il n'y a plus de discussion possible par rapport à ce qu'on met en avant dans le GIEC, souvent de manière tout à fait disproportionnée, ce que j'explique dans plusieurs vidéos. Mais bon, l'idée n'était pas là, l'idée était de revenir sur 2 petites choses. Quand on lit un petit peu le rapport de 90-92, que je me suis permis de regarder un petit peu en diagonale, je tombe sur un premier élément, les coraux ont blanchi, c'est dû à un réchauffement des océans. Alors quand on écoute par contre Peter Reed, qui est un des grands spécialistes sur la compréhension des coraux, leur développement et l'état de santé général des différentes barrières de corail, je ne sais même plus comment on dit, enfin lui il explique très clairement que le blanchissement du corail, il est dû à des phénomènes normaux et qui se résout à travers les années et qu'on ne peut pas l'imputer à un changement, un dérèglement, un refroidissement ou réchauffement climatique, et que c'est une espèce qui est apparue il y a plus de 500 millions d'années et que depuis 500 millions d'années, au niveau des différents âges géologiques, elle a traversé des périodes et beaucoup plus chaudes, et surtout beaucoup plus chaudes, parce qu'on est plutôt dans un moment plutôt frais de la planète finalement, en tout cas au niveau des temps géologiques, et avec des variations de CO2 qui étaient plutôt
plutôt plus haute que maintenant, hein, parce qu'on est quand même quasiment dans des doses de CO2 les plus basses que la planète a connues, même si depuis a priori un siècle on aurait une augmentation on serait passé de 0,03% à 0,04%, donc 300 particules par million à 400. Il faut savoir que il y a 500, 600 millions d'années, on est passé par des périodes où il y avait 2000, 3000 particules par million, et c'est monté même jusqu'à 7000. Donc bon, donc ça c'était quand même intéressant d'y revenir dessus, et surtout, là je l'ai marqué quelque part sur l'autre téléphone, voilà, on nous dit comme quoi au cours du dernier siècle, la planète a effectivement subi un réchauffement de 0,3 à 0,6 degrés au cours du siècle écoulé, mais qu'une erreur systématique éventuelle due à leur urbanisation pourrait atteindre 0,5 degrés. En tout cas, ne devrait pas dépasser 0,5 degrés dans le texte. Je vous le collerai le texte. Je crois que c'est à la page 88. Il vous suffit d'aller sur Internet, vous tapez GIEC rapport 90 France, donc vous avez la traduction en français. Alors ça, c'est très intéressant. Personne ne remet en cause le fait que depuis 1850-1880, depuis qu'on se remet du petit âge glaciaire, les températures ont un petit peu progressé, pourquoi pas, personne ne le remet en cause, c'est pas la question. Par contre, maintenant on commence à nous parler de plus 1 degré, l'idée c'est de savoir vraiment de combien ça a augmenté. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, au niveau du matériel, le matériel a changé depuis, et surtout, il y a une centaine d'années, il n'y avait quasiment aucun relevé, il n'y avait quasiment aucune station, et depuis, donc le matériel a changé, et la plupart des stations qui sont apparues au fil du temps, qui étaient par exemple périurbaines ou campagnardes, se sont vues absorbées par les villes, donc ça biaise un petit peu les relevés, avec un maillage qui était beaucoup moins dense et beaucoup plus dense maintenant. Donc faire des moyennes à partir de peu de stations et maintenant beaucoup de stations, c'est pas très propre au niveau statistique et scientifique, et surtout les stations qui sont fait engloutir par les villes, ça change un petit peu la donne, non pas au niveau des températures maximales, parce que une idée reçue voudrait qu'il fasse plus chaud en ville la journée que dans les campagnes, c'est faux. Il faut savoir que la température qu'il fait dans les basses couches, elle est issue de la masse d'air en altitude, donc ça ne change pas vraiment, ou en tout cas à peine par rapport à la surface d'albédo, donc la réfraction du sol, mais c'est très infime. Là où ça va changer, c'est pendant la nuit, par rapport à l'îlot de chaleur urbain, au fait que vous êtes dans un environnement un peu confiné, avec du bitume, une déperdition de la chaleur à travers les bâtiments, qui se restitue la nuit, parce qu'il y a une absorption de l'infrarouge thermique, de la chaleur qui s'est effectuée en journée. Ça c'est vrai quand la nuit est claire, et quand il n'y a pas de brassage, quand il n'y a pas de vent en fait, pas de brassage atmosphérique. C'est faux. La température se lisse quand vous avez soit une couverture nuageuse, ou soit vous avez du vent, de la pluie, etc. Parce que là, ça va lisser les températures entre intramuros, entre la ville et la périphérie, tout simplement parce que l'air va être brassé. Par contre, quand vous avez une nuit claire et dégagée sans vent, vous avez effectivement comme un dôme de chaleur qui ressurgit de la ville, tout simplement. Donc vous pouvez avoir des écarts significatifs dans ce cadre-là entre la ville et les campagnes, mais simplement la nuit. Mais ça ne modifie pas le climat en tant que tel, ça joue de manière locale à certaines heures de la journée, donc plutôt la nuit, dans certaines conditions atmosphériques, comme je viens de vous le décrire. Et pour vous donner une idée de l'incidence que ça peut avoir, vous prenez une station comme Paris-Montsouris et la station qui est un petit peu en dehors de la ville quand même, celle de l'aéroport Charles de Gaulle, vous avez à peu près un demi-degré d'écart. On peut imaginer que pour des stations complètement campagnardes, lissées à l'année entre les températures minimales et maximales, on pourra avoir 1 degré d'écart. Donc vous voyez, avec tous ces éléments-là, c'est quand même compliqué de savoir exactement de combien la planète s'est réchauffée, en partant du postulat qu'elle s'est bien réchauffée. Bon, je suis plutôt pour dire que oui, de toute façon, on revient du petit âge glaciaire, d'une période qui était plus froide que les périodes environnantes, donc c'est pas trop un souci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, suivez-moi, hein. Puis voilà, puis je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, il faudra que je fasse quand même la dernière sur l'Australie, en vous expliquant le fameux dipôle de l'océan Indien, pour expliquer un petit peu la situation météorologique qui s'est déroulée au cours de l'été, donc notre hiver chez nous, mais l'été là-bas en Australie. À plus tard.